Bienvenue à Archicloud AWS, la chaîne qui vise à rassembler les architectes cloud d'expression francophones sous une même bannière. Alors c'est l'ambition de notre chaîne, faire de cette chaîne une communauté des architectes de solutions AWS. Mais pour y arriver, il y a bien évidemment une phase de base, si je peux appeler cela comme ça. Et mon ambition est de rassembler des architectes de solutions qui n'ont aucune base en informatique, du moins qui n'ont pas de background en informatique, beaucoup plus ceux qui veulent changer de carrière. Et pour y arriver, il y a une formation de base qu'on doit dispenser. Et c'est cette formation que nous avons commencé depuis le premier épisode. Et nous sommes actuellement à l'épisode 33 intitulé Introduction à GitHub. Je ne sais pas jusqu'à quel épisode j'irai pour boucler tout le curriculum que j'ai défini depuis le début de ce parcours. Mais nous sommes encore dans la phase des fondamentaux, notamment le développement web. Il faut savoir que ce cours de développement web est un cours de développement web adapté pour les architectes cloud AWS. Ce n'est pas un cours de développement web classique où tout est abordé dans les détails. Et si vous voulez avoir les détails, il y a des cours, il y a des vidéos, que ce soit YouTube ou dans d'autres plateformes qui sont mieux adaptées pour vous fournir un parcours de développement professionnel. Pour cette vidéo, pour ce parcours de formation, c'est un cursus bien allégé. Alors, nous allons aborder aujourd'hui l'introduction à GitHub. Cela fait suite à deux cours précédents où nous avons présenté Git. Git qui est un outil de gestion de version. Et comme cela se fait de tradition, je vais commencer par rappeler l'épisode précédent. L'épisode précédent, nous avons abordé notamment les opérations de base avec Git. Vous avez vu comment vous pouvez sauvegarder votre répertoire, enregistrer les modifications, annuler les modifications. Nous avons vu ce point. Et aujourd'hui, nous présentons GitHub, qui est tout simplement un service qui vous permet de télécharger, d'héberger et de gérer votre code à l'aide de Git, bien évidemment avec une interface web très agréable. Mais dit ainsi, cela n'est pas parlant ici. Lorsqu'on va aborder la pratique dans le prochain épisode, que vous allez mieux donner du sens à tout ce que je viens de présenter comme définition. Service qui vous permet de télécharger, d'héberger et de gérer votre code à l'aide de Git. Vous verrez tout cela. Comme c'est aussi des traditions, je rappelle toujours que ma source principale pour définir le parcours de développement que je déploie à travers les différents épisodes, c'est tout simplement de Odin Project, qui est un bootcamp en ligne gratuit que je recommande, qui vous permet bien évidemment d'aller à l'essentiel pour tout un parcours de développement. Alors, pour présenter GitHub comme je dois le faire dans cette vidéo, il faut bien évidemment un petit rappel, notamment sur la gestion de version. J'ai bien dit, la gestion de version est un outil étant essentiel pour tout développeur web. Et vous ne pouvez pas exercer professionnellement sans en connaître les rouages. On le verra plus tard lorsque on sera les pieds plein pied dans le développement de notre site web projet. Vous savez, on a un site projet qu'on mettra en place à partir de toutes les connaissances et théories que nous avons abordées depuis bien des vidéos. Alors, Git est un outil de gestion de version. Et si on veut utiliser le sens commun, c'est juste un bouton de sauvegarde pour vos fichiers et répertoires. Un bouton de sauvegarde juste. C'est-à-dire un élément qui vous permet de sauvegarder vos fichiers et répertoires. Et lorsqu'on parle de fichiers et répertoires, il s'agit des fichiers que vous utilisez pour développer votre site web, notamment les fichiers HTML, les fichiers CSS, les fichiers JavaScript. J'ai créé, pour ce qui est de la pratique, lorsqu'on abordait le HTML, j'ai créé les fichiers HTML que vous avez vu à partir du VS Code. Il y a un répertoire que j'avais créé qui regroupe tous ces fichiers, que ce soit les fichiers HTML, les fichiers CSS. Et lorsqu'on va présenter les bases de JavaScript, on créera bien évidemment des fichiers JavaScript. Donc, tous ces fichiers passent par des phases successives. Les phases successives, ce qu'on appelle des versions. Et votre répertoire peut être
à une version bien précise, c'est-à-dire vous avez votre site web a peut-être 5 pages. Pour la première version, vous créez une première page, après vous créez la deuxième page, vous créez la troisième page. Donc, Git vous permet d'enregistrer chaque version de votre répertoire, de ressortir les modifications de chaque version et de retourner à la version précédente, ou du moins d'annuler les modifications si vous considérez que ces modifications ne sont pas idéales. C'est cette temporalité-là, cette possibilité d'aller et de retourner dans le passé qui a fait le succès d'un outil comme Git. Car en matière de développement, vous n'avez jamais toutes des solutions dès le départ. Parfois, on procède par essai-erreur, et parfois vous constatez que votre erreur bien loin dans la phase de développement et vous avez besoin de retourner à une étape que vous évaluez a posteriori meilleure. Elle était meilleure et que vous avez pris une fausse route. Donc cette capacité que Git nous offre à revoir, à annuler certaines modifications, c'est cela qui a bien évidemment fait le succès. Et je dois rappeler qu'une sauvegarde dans Git enregistre les différences dans les fichiers, les dossiers et conserve un enregistrement historique de chaque sauvegarde. C'est très important. Sauf qu'il y a un bémol, un hic. Et il faut savoir, comme je le fais d'habitude, je présente toujours le pourquoi. Parce qu'un service qui a autant de succès comme GitHub n'est pas du hasard. Il y a bien évidemment un problème qu'il résout. Je vais dire ce service GitHub résout. Parce que pour qu'un service ait autant de succès, il faut que ce service rencontre un problème que partagent de nombreux développeurs. Donc, sauf que lorsque vous faites vos sauvegardes, comme on l'a présenté dans la vidéo précédente avec Git, la sauvegarde est conservée uniquement dans votre machine. Ce qui suppose que si vous vous déplacez, vous êtes obligé de traîner votre laptop avec vous partout. Ce qui n'est pas du goût de certains. Si vous voulez qu'un ami plus expérimenté que vous puisse jeter un coup d'œil à votre code et vous donne un coup de main, c'est très compliqué. Il faut venir avec votre machine, vous ouvrez devant lui. Il puisse regarder ce qui se passe. Si vous travaillez en équipe, ce qui est le cas pour de nombreux développeurs, parce qu'il est très difficile pour un très gros site pratique de développer tout seul du début jusqu'à la fin. Ce n'est que dans les films où on présente des individus qui parviennent à monter toute une solution dans leur garage. Non. Pour des sites pratiques connectés sur Internet, ce sont des cas extrêmement rares. Donc, en règle générale, beaucoup de développeurs travaillent en équipe. Donc, si vous travaillez en équipe avec deux de vos amis et vous voulez monter ensemble un site web où vous souhaitez mettre en avant vos services, comment faut-il faire? Donc, je pense que c'est ce dernier exemple qui met bien évidemment en lumière le volet collaboration qui explique le succès d'un service comme GitHub, que certains présentent comme le Facebook des développeurs. Facebook est un réseau social comme un réseau pour développeurs. C'est pour cela que pratiquement tous les développeurs ont un compte dans un service un tel service comme GitHub. Bien que GitHub ne soit pas le seul qui propose ce type de service. Et on le verra plus tard dans la conclusion. Mais c'est GitHub qui est bien évidemment le plus populaire. Alors, c'est quoi GitHub? GitHub est tout simplement, comme je l'ai dit, un service qui vous permet de télécharger, d'héberger et de gérer votre code à l'aide de Git. Donc, grâce à GitHub, c'est un service qui vous permet de télécharger du code. C'est-à-dire, si votre ami aux États-Unis, il code, il fait un code, il peut prendre ce code, le déposer à GitHub. Vous allez tout simplement télécharger le code. De la même façon, vous pouvez avoir un code dans votre machine, vous portez ce code, vous partez l'héberger, le stocker de l'autre côté. Ce qui est intéressant aussi avec GitHub, vous pouvez gérer ce code, c'est-à-dire interagir avec ce code, modifier ce code directement à partir de Git. Donc, vous utilisez Git dans votre machine. Vous parvenez à modifier le code qui est hébergé en ligne.
Donc, pour mieux illustrer cela, c'est pour cela que Git et GitHub sont toujours liés. Et pour mieux illustrer cela, je vais prendre l'exemple, par exemple, de Microsoft Word et Office 365. Lorsque, pour ceux qui ont de l'âge comme moi, à l'époque, lorsque vous aviez Word, vous cessiez votre texte dans la machine. Ici, la machine tombait en panne. Les ennuis survenaient parce que vous vous posiez la question, comment est-ce que je vais faire pour récupérer tout le texte, le rapport de 300 pages, le rapport de 200 pages que j'ai saisi. Bien évidemment, vous essayez d'aller à la rencontre de ce qu'on appelait les maintenanciers, les techniciens, pour essayer, en priant bien évidemment que la magie opère et vous puissiez au moins récupérer votre document. Donc, c'est cette difficulté de rendre le texte ou un document accessible à partir de n'importe quelle machine qui a permis bien évidemment à Google, à l'époque, qui avait vu une brèche et a proposé à la suite Google Doc. Google Doc vous permettait de saisir votre texte en ligne, de l'enregistrer et bien évidemment à partir de n'importe quel ordinateur. Je dis ordinateur dans le sens large, que ce soit votre smartphone, votre laptop ou tout autre appareil qui peut se connecter à Internet. Cela vous permettait d'accéder à vos documents et les modifier en ligne. C'est pour cela que Google, de façon très stratégique, n'a pas seulement proposé Google Doc, a proposé toute une suite, que ce soit Google Sheet qui ciblait Excel ou Google Slide qui ciblait PowerPoint. Ils ont conçu ces suites parce que il y avait cette faiblesse du côté de Microsoft qui ne proposait pas un service où on pouvait accéder bien évidemment à son document, à son tableur ou à son slide à partir de n'importe quel appareil. Et c'est cela qui a fait le succès de toute la suite qu'a proposé Google. C'est bien évidemment par la suite, Microsoft s'est rattrapé et a proposé Office 365 pour permettre à ses utilisateurs de pouvoir aussi accéder à leurs documents à partir de n'importe quel appareil connecté sur Internet. Donc, GitHub vous propose bien évidemment un service pareil qui vous permet d'accéder à votre code à partir de n'importe quel appareil connecté. Pas seulement accéder, mais vous permet aussi d'ajouter au-delà de l'accès l'aspect collaboration. Donc, vous pouvez non seulement stocker votre code, mais vous pouvez permettre à d'autres de télécharger votre code. Vous pouvez permettre à d'autres de contribuer, c'est-à-dire de modifier votre code en ligne. Donc, et cela, on le verra dans l'épisode prochain, lorsqu'on présentera aussi les fonctionnalités de GitHub. Et comme je dis, comme tout service en ligne, c'est bien évidemment un service en ligne. Comme tout service en ligne, vous devez vous inscrire. Lorsque vous allez à Facebook, avant de commencer à utiliser Facebook, vous devez vous inscrire. Lorsque vous allez à Google, avant de commencer à utiliser les fonctionnalités de Google, vous devez créer un compte. Lorsque vous allez à Twitter, pour utiliser Twitter, la première étape, c'est d'abord créer un compte. Lorsque vous allez bien évidemment dans Instagram ou tout autre service en ligne, vous devez préalablement vous inscrire. C'est ce que nous allons faire. D'autant plus que l'inscription est gratuite. Il ne faut pas oublier que GitHub, c'est une entreprise commerciale appartenant à Microsoft. Elle a été rachetée par Microsoft il y a quelques années. Bien évidemment, elle est aussi populaire parce qu'elle milite pour les valeurs de ce qu'on appelle l'open source. C'est-à-dire, l'open source, vous pouvez aller sur Google, faire une recherche sur le mouvement open source et puis vous verrez tout ce que cela propose. Voilà. Et nous allons, s'il faut débattre de ces valeurs ici dans ce cours, cela va prendre énormément de temps que nous n'en avons pas. Alors, nous allons passer à l'autre. Il faut créer un compte à GitHub, bien évidemment. C'est un service, il faut créer un compte. Donc, je rappelle encore qu'avec GitHub, vous pouvez stocker du code et collaborer sur ce code. Et bien évidemment, mais pour arriver à cette phase de stockage et de collaboration, il faut un compte. GitHub, je l'ai dit, c'est une entreprise commerciale. Il vous propose plusieurs types de comptes. Il vous propose plusieurs types de comptes. C'est bien évidemment, beaucoup de sites ou de services en ligne ont cette façon de proposer plusieurs types de comptes pour
C'est cela qui définit le niveau d'accès ou la palette de fonctionnalités qu'ils peuvent vous proposer. Par exemple, lorsque vous allez à Facebook, vous pouvez créer un compte personnel. Il y a des comptes en entreprise. Voilà, il y a par exemple des comptes organisation. Tout ce détail-là est très important pour la suite. Donc, GitHub propose ce qu'on appelle des comptes personnels. Il y a des comptes d'organisation et il y a des comptes d'entreprise. Donc, chaque personne qui utilise GitHub se connecte avec un compte personnel. C'est d'abord la base, chaque personne. Un compte d'organisation améliore la collaboration entre plusieurs comptes personnels. C'est-à-dire, si vous êtes une organisation, vous pouvez créer un compte d'organisation et puis envoyer des invitations à tous les comptes personnels qui vont collaborer. Et ce rassemblement de ces comptes personnels sera sur la bannière du compte d'organisation. Et puis, le compte d'entreprise permet de gérer de manière centralisée plusieurs organisations. Mais comme nous sommes d'abord à l'introduction, à une présentation, et pour la suite de la vidéo, nous allons nous limiter au compte personnel. Ce n'est pas un cours particulier sur GitHub. Pour ce que nous avons à faire, un compte personnel est tout simplement adapté. Donc, le compte personnel est votre identité à GitHub et tout compte personnel a bien évidemment un nom d'utilisateur et un profil. Par exemple, si vous allez sur le compte que j'utilise pour mes différents projets de développement, vous verrez ce compte. C'est cela le nom et le profil d'utilisateur. Le nom, c'est Diverger Petgar. Le profil d'utilisateur, c'est EPGAS. C'est pour cela que vous verrez l'adresse de mon compte GitHub. C'est github.com avec le nom, le profil EPGAS. Voilà, donc, lorsqu'on tape cette adresse sur la barre du navigateur, la barre d'adresse du navigateur, vous allez tomber automatiquement sur cette page. Bon, nous allons donc pour cette vidéo vous illustrer comment vous pouvez créer et bien évidemment un compte à GitHub. Et pour ce cas, je vais prendre une autre adresse. Il est vrai que je n'aurais pas sauté aller jusque là parce que j'ai déjà bien évidemment un compte GitHub. Mais comme mon cours s'adresse bien évidemment aux débutants, je suis obligé d'illustrer comment les choses se font. Donc, je vais utiliser une autre adresse mail. Et si vous n'avez pas une adresse mail, vous pouvez aller créer une adresse mail particulière qui va vous accompagner dans votre phase de cours liés au développement. Donc, je vais aller bien évidemment sur la page d'accueil de GitHub. J'ai ouvert une autre page avec une autre adresse, mais je vais cliquer github.com tout simplement. Et nous allons patienter. Nous sommes dans la phase d'illustration par rapport à la création, je l'ai bien dit, d'un compte GitHub. Donc, vous allez aussi aller créer votre compte. Il vous faut votre compte GitHub. Allez créer votre compte GitHub. Il y a sign in qui veut dire connexion. On dit sign in, connexion, sign up, inscription. On clique à la connexion lorsqu'on dispose d'un compte. Si vous cliquez sign in, vous allez voir la page que ça va nous présenter. Ça vous présente. Vous devez définir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ça, c'est quand vous avez déjà un compte. Mais lorsque vous n'avez pas de compte, vous cliquez plutôt à sign up. Et puis, cela va vous mener vers le processus d'inscription. J'enregistre ce cours en avril 2023. Donc, bien évidemment, lorsque vous allez vous retrouver peut-être plus tard en suivant ce cours, vous pouvez avoir une présentation différente. Ce n'est pas parce que la présentation est pareille que vous devez vous attendre à une telle présentation. Voilà. Alors, la première information qu'il me demande, c'est mon adresse email. Comme tous les services en ligne, il arrive qu'on demande l'adresse email. Donc, je vais mettre la nouvelle adresse email différente de l'adresse que j'ai utilisée au départ pour créer le compte GitHub que j'utilise. Je mets l'adresse email. C'est normal, on demande l'adresse email pour presque tous les autres. Alors, il me demande de proposer un mot de passe. Bon,
Je vais m'essayer avec un mot de passe. Vous pouvez cliquer sur l'icône où vous barrez l'œil. Ça veut dire le mot de passe que vous saisissez sera bien évidemment visible. Mais si vous cliquez là, le mot de passe ne sera pas visible. C'est ce que je vais faire pour la vidéo aussi. Pareil. Donc, je vais mettre un mot de passe. Et là, en bas, vous voyez bien, au fur et à mesure que vous mettez votre mot de passe, il vous dit si ce mot de passe est un mot de passe solide. Donc, je vais reprendre. Tu mets... Là, j'ai effacé. Il me dit le mot de passe, il n'est pas solide 4 au court. Voilà. Avec ce mot de passe, il me dit ce mot de passe, il est bien évidemment solide. Vous voyez, tout est vert. Il me dit le mot de passe, c'est bon. Je clique continuer. Il me dit entrer un mot de passe, un nom d'utilisateur. Je vais mettre ce que j'utilise souvent pour ma page, au mot de PK. Et là, alors là, il me demande de Would you like to receive product update announcement via email? Est-ce que vous voulez recevoir les mises à jour de produits et d'autres annonces par boîte mail? J'ai dit non, je veux pas qu'on me spam avec des messages. J'aime bien les messages, mais j'aime. Et on me demande maintenant de vérifier le compte pour prouver que je suis une personne. Choisissez une case qui montre deux objets identiques. Alors, quelle est la case qui montre deux objets identiques? Ah, mais c'est pas possible. Ah, deux objets, je pense que c'est cette case. J'ai pris du temps. Ok. On dit choisir une case qui montre deux objets identiques. Je pense que c'est cette case. Je peux. Voilà. Bon. Ce sont les mécanismes de vérification pour prouver que je ne suis pas spam. La procédure peut être différente au moment où vous suivez cette vidéo et vous créez parce qu'il y a des améliorations. Par exemple, ce mécanisme de vérification, peut-être par le passé, ça n'existait pas. Et vous verrez des tutoriels qui vous présentent la procédure d'inscription ou de création de compte qui n'inclut pas ce volet-là. Mais il faut savoir que les services en ligne améliorent les choses. Maintenant, il faut valider la création de votre compte. Et dans ce sens, il y a une demande de code. En fait, c'est un code qu'on a envoyé dans votre adresse mail que vous devez aller. J'ai bien évidemment ouvert l'adresse mail. Ouais. GitHub Launch Code. Il y a le mail qui arrive entre temps. Moi, je fais le code. Alors, je vais taper ce code 058. J'ai pas la mémoire. 70 598 70 598. Ok, lorsque c'est bon. Welcome to GitHub. Alors, il y a un petit questionnaire pour personnaliser. Je vais pour l'instant passer là-dessus. Ça, ce sont les marketistes qui le font. Voilà, une très belle animation. Et là, vous avez bien évidemment la première page qui s'affiche. Donc voilà donc la première page qui s'affiche de GitHub. Voilà tout simplement la procédure de création d'inscription, je vais dire, que je viens de faire, bien évidemment. Et vous avez la page. Okay. Donc, je retourne donc à mon cours. Je ressors et je retourne à mon cours. Et puis voilà, il y a un mail qui arrive, welcome to GitHub. Ça, c'est ce qui se fait normalement pour tous les services. Lorsqu'on vient de s'inscrire, il y a toujours un mail d'accueil, un mot de bienvenue que le service envoie. Donc, c'est des formules qui sont déjà automatisées. Donc, nous venons de voir dans la procédure de création d'un site, d'un compte GitHub ici.
vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille d'aller bien évidemment créer votre compte GitHub. Alors, la présentation de l'interface. Lorsque vous êtes face à un service, la première chose est de vous familiariser avec l'interface graphique du service. C'est vrai qu'au fur et à mesure que vous pratiquez, vous devez vous familiariser, vous allez forcément vous familiariser avec l'interface graphique, car c'est à partir d'elle que vous allez interagir pour consommer les fonctionnalités du service. Donc l'interface graphique ne vous sert qu'à interagir pour consommer les fonctionnalités du service. C'est vrai qu'avec le temps, vous allez bien évidemment y arriver. Il faut aussi savoir que la curiosité paye dans ce cas. Il y a des apprentis développeurs, ceux qui sont encore en phase d'apprentissage, qui ne sont pas curieux. Alors que ce qui est magnifique souvent avec le développement, c'est que vous avez la possibilité, même lorsque vous faites des erreurs, de revenir. Il y a toujours des mécanismes de retour. C'est ça qui est bien avec le développement. Parfois des mécanismes de retour gratuits. C'est-à-dire vous pouvez faire une erreur et rentrer dans la phase précédente gratuitement. Mais malheureusement, beaucoup de développeurs sont assez figés et se disent que voilà, s'il fait telle erreur ou s'il clique sur telle icône, non, ce n'est pas le cas. Donc, comme GitHub vous permet de stocker du code et collaborer sur ce code, une bonne partie des fonctionnalités sont organisées autour du stockage de code et de la collaboration. C'est vrai que ce volet, nous allons voir cela plus en détail dans la vidéo prochaine. Donc, de façon bref, je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface. L'interface est toute simple. Il y a un menu là, et puis vous avez une page centrale. Et dans la page, une page centrale qui peut bouger bien évidemment. Ça, c'est la présentation de la page centrale lorsque vous venez de créer votre compte. Mais si je vais dans, par exemple, ma page principale et je vais sur la page centrale d'accueil de GitHub, parce que là, je suis dans mon profil. Le profil a une autre présentation et si je vais dans la page centrale, ce n'est pas la même présentation que ce que vous avez vu pour un compte nouvellement créé. Pour un compte nouvellement créé, il y a l'aspect social. Par exemple, il y a des développeurs que vous suivez et lorsqu'ils font des modifications ou des créations de compte, il peut avoir une information voilà, qui apparaît comme cela se fait dans les réseaux sociaux. Voilà, vous avez les informations liées à GitHub lorsqu'ils font des mises à jour de leur service. Vous avez des propositions d'exploration de certains répertoires. C'est-à-dire, parce que lorsque vous êtes à GitHub, tout ce que vous faites, il y a bien évidemment ça, c'est présent dans tous les services. Il y a de l'intelligence artificielle, un suivi, un tracking qui se fait. Et on essaie de voir vos centres d'intérêt. Comme par exemple, je prépare depuis quelques semaines les systèmes distribués. Vous savez, les systèmes distribués font partie des fondamentaux. Je l'ai abordé d'intérêt. Comme je prépare, vous voyez bien, il y a des recommandations qui sont faites pour des répertoires qui abordent justement les systèmes distribués. Là, c'est un répertoire sur les systèmes distribués. Pareil. Ici et puis voilà, ici je ne sais pas, mais c'est une proposition, c'est-à-dire c'est un service de recommandation ici qui me propose les répertoires qu'il estime pour le service de recommandation si je peux être intéressé. Et de l'autre côté ici vous avez les différents répertoires ou dossiers que j'ai créés et au centre ici vous avez un fil qui est adapté for you, pour moi un fil qui est adapté avec bien évidemment mes centres d'intérêt comme dans un réseau social lorsque vous ouvrez Facebook. Mais lorsque vous venez juste de créer et l'algorithme n'a pas encore pu détecter vos centres d'intérêt pour vous faire des propositions. Comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas de proposition, il n'y a aucun répertoire, mais vous avez un bouton ici qui vous permet de créer un répertoire. Le répertoire, quand vous allez créer le répertoire, c'est à partir de la création de ce répertoire que vous allez stocker votre code. Mais en règle générale, dans cette interface, quelle que soit l'interface de présentation, cette barre, ce menu ne change jamais. À partir de ce menu, vous avez un bouton pour les notifications lorsqu'il y a des mises à jour ou des alertes, notamment liées à la sécurité, parce que il y a parfois
votre code peut inclure ce qu'on appelle une dépendance. On le verra bien plus loin. C'est-à-dire le code écrit par d'autres personnes, mais qui est totalement dépassé ou qui a une brèche de sécurité. En règle générale, GitHub a un service qui analyse et lorsqu'il y a des alertes de sécurité, il y a des notifications, bien évidemment. Vous avez ici, par exemple, là, vous pouvez aller dans vos profils, c'est des options de personnalisation comme dans tous les services en ligne. Ici, vous avez la possibilité de créer un nouveau répertoire, d'importer un répertoire. Par exemple, un autre développeur a fait un répertoire qui vous intéresse, vous pouvez importer. Vous avez New Code Space, c'est beaucoup plus pour les organisations. NuGit, c'est comme un mini service où vous pouvez noter comme un espace pour vos notes. Et puis lorsque vous voulez créer une organisation, on l'a parlé, vous voulez créer un projet, ce sont des volets que nous n'allons pas aborder pour le départ. Vous avez ce qu'on appelle les pull requêtes. On verra cela. Issu, Codespace, peut-être pas, non. Marketplace, non. C'est une place de marché, c'est un peu comme la Store ou Play Store. Et puis vous avez un volet pour explorer les différents. Je vous ai dit, GitHub est comme le Facebook des développeurs. Donc, vous pouvez aller explorer le code d'autres développeurs. Il y a des développeurs qui conçoivent les codes et les partagent, bien évidemment. Donc, vous avez la possibilité d'explorer ces différents codes. Voilà. Il y a le volet social qui est très important. Et bien évidemment, on reviendra sur tous ces points bien plus tard. Pour l'instant, sachez juste que la présentation vous permet de créer des répertoires et dans la vidéo prochaine, la vidéo de demain, nous allons bien évidemment aborder tous ces volets et au fur et à mesure qu'on va aller en profondeur, je pense que l'interface graphique de GitHub va devenir de plus en plus familier. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je peux conclure? L'objectif de cette vidéo était de vous permettre de créer votre compte GitHub. Et ce que je peux conclure, c'est tout simplement que tout développeur web qui se respecte a un compte dans un service en ligne pour le stockage de code et de collaboration. Et pour notre exemple, nous avons choisi GitHub. Mais ce n'est pas le seul service, car il y a des services concurrents. Des services concurrents comme GitLab. Je vais vous présenter GitLab. Vous avez GitLab. J'ai cliqué. Il y a Bitbucket et il y a AWS Code Commit et bien d'autres. Donc, ce n'est pas un hasard si j'ai dit bien que tout développeur web qui se respecte a un compte dans un service en ligne pour le stockage de code et la collaboration. Ah, Code Academy a mis une erreur. Ça veut dire que j'ai mal. Ok. Je vais modifier plus tard l'adresse. Donc, vous avez ici GitLab qui est aussi un service qui est assez populaire après GitHub. Chez nombre de développeurs, les développeurs professionnels, ils utilisent GitLab. Mais il faut savoir que c'est une affaire de préférence. Ce n'est pas parce que vous utilisez GitHub ou GitLab. Pour un début, je vous présente juste l'entier de l'information. Parce qu'il y a certains qui peuvent se retrouver devant un tutoriel où ce n'est pas GitHub qui est présenté et ils se sentent désemparés. Alors que tous ces services offrent pratiquement presque tous les mêmes fonctionnalités. Nous avons Bitbucket qui est un concurrent. Il y a aussi AWS qui est un service. AWS Code Commit qui propose aussi pareil offre notamment le stockage de code et la collaboration. Bien évidemment, pour AWS Code Commit, il n'y a pas cet aspect public, c'est beaucoup plus dans l'aspect privé, mais on abordera ces différences entre aspect public et aspect privé bien plus tard. Aujourd'hui, nous sommes dans la présentation. Donc, il ne faut pas savoir, il ne faut pas vous focaliser mentalement sur le fait que parce que on offre, je présente GitHub, cela est parole d'évangile. Dans un autre tutoriel, pour un autre formateur peut bien choisir GitLab, un autre formateur peut choisir Bitbucket et un autre formateur peut choisir AWS Code, mais les fondamentaux restent les mêmes. Et ces fondamentaux, nous allons les aborder demain
lorsque on présentera les différentes opérations que vous pouvez effectuer. Il faut savoir qu'en sous-main, c'est toujours Git qui opère. GitHub, c'est le service. Git, c'est l'application de base. GitHub, c'est juste le service. Donc, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est ce que j'ai dit. Grâce à GitHub, vous pouvez accéder à votre code à partir de n'importe quel ordinateur connecté. Donc, demain, on va présenter de façon beaucoup plus pratique les fonctionnalités de GitHub. Voilà. Mais comme j'ai dit, il faut savoir que ces fonctionnalités ne sont pas propres à GitHub. Dans un autre tutoriel, vous pouvez vous retrouver avec GitLab. Ce sera pareil. Bitbucket, ce sera pareil. Et que ce soit AWS, Codecommis et bien d'autres, parce qu'il y a de nombreux concurrents à GitHub qui proposent pratiquement les mêmes fonctionnalités. Il ne faut pas croire que ce sont des fonctionnalités spécifiques à GitHub. C'est juste des fonctionnalités pour de pareils services en ligne. Donc, demain, on passe à la phase pratique. Mais si on se retrouve demain pour une autre vidéo.